Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, alors que l'examen et l'adoption du budget 2021 de la CEMAC aura lieu le 27 janvier prochain, l'institution régionale réclame 80 milliards de francs CFA à ses États membres. Sur l'année 2020, ces derniers ont accumulé des arriérés de versement de la TCI. Les explications dans la suite de ce journal. Les pays de l'Afrique centrale qui mettent les bouchées doubles pour éviter une deuxième vague de contamination au Covid-19. Les pays de la CEMAC ont opté pour l'introduction de la vaccination. Et puis, malgré le contexte socio-économique, l'African Tech a réussi à attirer davantage d'investisseurs et de financements en 2020. Selon une étude récente de la plateforme d'information Disrupt Africa, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les pays qui tirent cette locomotive. Mais tout d'abord, la Covid-19, la monnaie écho, la situation sociopolitique au Mali, des sujets qui étaient au cœur des discussions lors du 58e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu ce samedi 23 janvier 2021 par vidéoconférence. Les chefs d'État ont planché sur la transition politique au Mali. Un exposé sur l'évolution de la situation a été présenté par le médiateur désigné de la CEDEAO pour la crise malienne, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et les autorités maliennes. Concernant la Covid-19, ils ont discuté de l'accès au vaccin contre le coronavirus. À ce titre, la conférence a préconisé des concertations entre les différents États membres, l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé pour dégager des solutions sur l'approvisionnement des pays en vaccins. Sur la question de l'éco, la monnaie unique de la CEDEAO, l'échéance a été repoussée. Une nouvelle feuille de route a été adoptée avec en perspective l'entrée en vigueur de l'éco à l'horizon 2025. À fin 2020, les États membres de la CEMAC ont accumulé des arriérés de versement de la taxe communautaire d'intégration d'environ 80 milliards de francs CFA. Un trou financier qui pourrait impacter l'action de l'organisation. En effet, la TCI est censée être la principale source de financement du budget de l'institution sous-régionale. Les pays membres de l'Afrique centrale n'ont pas payé la taxe imposée par la CEMAC en 2020. Selon le président de la commission de la CEMAC, Daniel Onaondo, les pays de cette sous-région ont accumulé environ 80 milliards de francs CFA des arriérés de versement de la taxe communautaire d'intégration TCI. Cette situation s'explique du fait que les trésors publics nationaux ne fassent pas systématiquement la collecte de cette taxe à ses frontières pour la reverser, d'où l'accumulation d'arriérés. Le non-respect de la taxe communautaire d'intégration est l'un des gros handicaps au développement et à l'intégration de la zone CEMAC. La zone CEMAC a besoin d'infrastructures, a besoin d'une cohérence, a besoin d'une homogénéisation des législations et a besoin d'un cadre infrastructurel intégré. Instituée en 2012 pour financer le processus d'intégration régionale, la TCI est censée être la principale source de financement du budget de la CEMAC. Il s'agit d'un prélèvement de 1% sur la valeur imposable des importations de produits originaires des pays tiers. Chaque État membre est chargé de collecter ces taxes à ses frontières et la verser par la suite à la Commission. Il faut que les pays prennent en compte de façon prioritaire le paiement de ces taxes visant à stimuler et à financer tout ce qui est infrastructure régionale et que les pays prennent ça comme mécanisme de réflexe au lieu d'attendre toujours les pressions. Parce que les pays qui se plaignent de n'avoir pas de ressources sont, comme je l'ai dit, paradoxalement, ceux qui ont besoin de bénéficier des retombées de cette taxe. Le projet de budget 2021, quant à lui, sera soumis à la validation des ministres et s'élève à plus de 89,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 1% par rapport à celui adopté en 2020. Pour ce qui est du financement, la Commission attend près de 63 milliards de francs CFA de la TCI, soit plus de 70% des ressources budgétaires globales. Les pays de l'Afrique centrale qui se mettent en ordre de bataille pour contrer une seconde vague de contamination à la Covid-19. Les pays de la sous-région ont déjà opté pour la vaccination comme solution durable contre la pandémie. Ils doivent à présent coordonner leur action, notamment au niveau de l'homologation d'une molécule efficace et de l'implémentation des campagnes de vaccination. Nathalie Mo.
Les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale optent pour l'introduction de la vaccination afin de contenir la propagation d'une seconde vague de Covid-19. Une posture qui s'inscrit dans la vision de l'Union africaine. L'organisation panafricaine souhaite la mise à disposition rapide d'un vaccin efficace au bénéfice des populations de ses États membres. Les réflexions portent sur la recherche de voies et moyens pour un accès facile à des vaccins efficaces à moindre coût pour protéger l'ensemble de nos populations dans les plus brefs délais. L'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC, en collaboration avec la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, veut mettre en place une stratégie sous-régionale de lutte contre la pandémie de Covid-19. Les deux organisations de l'Afrique centrale ont déjà établi le positionnement des pays de la sous-région par rapport aux vaccins. Les autorités sanitaires espèrent lancer la vaccination contre le coronavirus d'ici fin 2021. À jour d'aujourd'hui, toute notre sous-région est d'accord avec la vaccination. Le vaccin, on croit que d'ici 6 mois ou bien à la fin de cette année, il y aura au moins un 20% des doses de vaccins pour les pays de la sous-région. L'option vaccinale est cependant soumise à de nombreuses contraintes. L'une d'elles réside dans l'homologation de la molécule à inoculer aux populations ainsi que l'évaluation de son rapport qualité-prix. Face à cette orientation vers la vaccination se dressent plusieurs contraintes, notamment l'homologation des candidats vaccins et leur efficacité sur le virus, la disponibilité des vaccins et leur coût, l'acceptation du vaccin face aux différentes rumeurs, la définition de cibles à vacciner, la gestion de la pharmacovigilance. Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, a mis l'emphase sur le nécessaire aboutissement de la discussion sur la création d'un fonds de solidarité sous-régional. Pour lui, la vaccination représente une solution durable contre le Covid-19 qui a touché plus de 60 000 personnes et causé plus de 900 décès en Afrique centrale. Également dans l'actualité, Sonangol, la société d'État angolaise du pétrole, a annoncé qu'elle conservera son intérêt stratégique dans Galp, son homologue portugais. Annonce faite par son président Sebastião Gaspar Martins le 23 janvier. Sonangol contrôle 33% de la firme portugaise par l'intermédiaire d'Amorim Energia. Notons que depuis plusieurs mois, Sonangol mène un vaste programme de désinvestissement visant à concentrer ses forces autour de son cœur de métier. Le programme de cession d'actifs de Sonangol devrait s'achever en 2022 pour aboutir à une cotation en bourse de 30% des parts totales de la société. Les secteurs desquels la compagnie devrait retirer ses intérêts sont notamment l'aviation, l'hôtellerie, les mines et les services. Déforestation et travail des enfants, deux problématiques qui touchent de plein fouet le secteur du cacao ivoirien. Des problématiques que le pays producteur de 42% du cacao mondial doit s'atteler à résoudre impérativement. En effet, l'un de ses principaux partenaires, l'Union européenne, devrait se doter d'une réglementation interdisant l'importation sur son sol de produits liés à la déforestation ou au travail des enfants. La Côte d'Ivoire dispose de peu de temps pour inscrire profondément sa production dans la durabilité. Philomentine. L'Union européenne, qui importe aujourd'hui 60% du cacao produit dans le monde, devrait prochainement se doter d'un règlement interdisant l'importation sur son sol de produits liés à la déforestation et au travail des enfants. Alors la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao, va devoir s'adapter afin que sa production puisse s'inscrire dans la durabilité. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Il s'agit d'une initiative d'abord nationale et la logique des opinions publiques mondiales qui fait qu'on entre dans ces logiques de réglementation. On la comprend parfaitement. Dans les mois qui viennent, la Côte d'Ivoire devrait se décider à adopter le respect des normes environnementales dans la filière cacao proposée par l'Union européenne. Ceci pourrait améliorer les conditions de travail des producteurs ivoiriens, estiment les autorités de l'Union.
L'Union européenne a décidé de mettre en place des restrictions, notamment en matière de déforestation et de travail des enfants. Et ces mesures réglementaires visent indirectement le secteur du cacao qui, on le sait, exploite pas mal de personnes qui ont en dessous de 18 ans et aussi conduit à une grande déforestation. Donc je pense que la Côte d'Ivoire devra prendre des mesures de précaution. Et en dehors de ça, il faudra aussi que la Côte d'Ivoire essaie de mettre en place une politique de développement durable et une exploitation un peu plus douce des ressources du cacao afin d'avoir une optimisation et surtout une meilleure protection de l'environnement. En Côte d'Ivoire, le travail des enfants dans les plantations de cacao est une vraie problématique. Selon certains observateurs, il faut faire la différence entre le jeune garçon qui donne un coup de main à son père pendant les vacances et le gamin acheminé par force dans certaines plantations. Quant à la déforestation, elle s'est élevée à 13 748 hectares depuis 2018, rien que pour la région sud-ouest de la Côte d'Ivoire, indique le centre de production du cacao. Au Togo, les créations d'entreprises ont atteint un niveau record en 2020 malgré la crise sanitaire. Plus de 12 000 nouvelles entreprises ont vu le jour, soit une progression de 9% par rapport à 2019. Rappelons que selon les précédents rapports du Doing Business, le Togo fait des efforts considérables au niveau de sa législation en matière de la création d'entreprises. Ameneji. Au Togo, la création d'entreprises a dépassé ses limites en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Le centre de formalité des entreprises recense 12 529 nouvelles entreprises créées au cours de l'année, équivalent à une hausse de 9%, comme en 2019, où 11 482 nouvelles entités avaient vu le jour. Les mois d'octobre, janvier et juillet ont été les plus prolifiques, avec respectivement 1340, 1320 et 1201 entreprises créées. Et vous voyez bien que le Togo est bien classé suivant les indicateurs d'une visite de la Banque mondiale parmi les pays réformateurs du continent. Et ce n'est pas surprenant qu'on voit que malgré la crise sanitaire, le nombre d'entreprises créées continue par augmenter. Et ceci est dû au fait que les agents économiques ont une anticipation plus optimiste du fait que la crise devrait rapidement s'estomper. Les investissements directs étrangers maintiennent leur attrait au Togo avec la création de 23% des entreprises présentes dans le pays, les 77% restants étant détenus par des Togolais. Une performance à mettre au crédit de la dynamique globale des réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires et les facilités de plus en plus accordées aux jeunes et femmes entrepreneurs. Et il y a un élément très important. Aujourd'hui, on a la zone de libre-échange continentale africaine qui est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier. Et donc, c'est une opportunité pour les pays qui sont hors de la zone de venir s'installer et de produire des biens et services respectant les critères d'origine qui encadrent la libéralisation des échanges. Et donc, vous voyez que le potentiel du marché africain est là, que ce soit au Togo ou bien dans d'autres pays, les investissements directs étrangers vont augmenter. À noter qu'en 2020, 63% des entreprises fondées ont été formalisées sous forme de personnes physiques et le reste sous le statut de personnes morales. Le Togo a réduit de 90% les frais de création d'entreprises au cours des dernières années, les faisant passer de 262 000 francs CFA en 2012 à 25 400 francs CFA en 2020. En dépit de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de coronavirus, les startups du continent africain sont parvenues à lever 701,5 millions de dollars en 2020, soit une hausse de 42,7% par rapport aux fonds levés en 2019. La plateforme d'information Disrupt Africa estime que cet engouement pour les startups africaines montre la résilience et le dynamisme de l'écosystème technologique du continent. Les précisions de Philomentine. 701,5 millions de dollars ont été investis dans la tech africaine en 2020. En dépit de la crise économique, les startups africaines ont mobilisé plus d'investissements et de financement qu'en 2019. Les fonds levés ont augmenté de 42,7% et le nombre de startups financées a également progressé de 27,7% selon Disrupt Africa. La croissance du financement observée dans les écosystèmes technologiques du continent en 2020 est extrêmement forte. Le financement des startups africaines franchit pour la première fois la barre de 700 millions de dollars et de plus en plus d'investisseurs éjectent de l'argent dans de nombreux marchés. Les fonds levés ont augmenté de 42,7% et le nombre de startups financées a également progressé de 27,7% selon Disrupt Africa. Les pays africains les plus dynamiques qui ont capté la majorité des ressources en 2020 sont notamment le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud.
Ils ont attiré 89,2% du montant total des fonds investis sur le continent. Donc ces startups aujourd'hui ne sont que les symboles d'une Afrique dynamique, d'une jeunesse aujourd'hui entrepreneuriale. Donc il faut donner cette chance à cette communauté. Et c'est ce que beaucoup de partenaires techniques et financiers ont compris. Donc il n'est pas étonnant que dans les années qui viennent, nous puissions avoir une flambée exponentielle des investissements dans ce secteur, qui reste un secteur très innovant à travers l'évolution dans beaucoup de domaines d'activité, comme la biotechnologie aujourd'hui. Selon l'avis des entrepreneurs africains, les startups africaines ne profitent pas d'infrastructures fournies par l'État. Néanmoins, ces mêmes startups fournissent des services essentiels au peuple. Elles constituent ainsi de puissants outils inédits de développement pour l'Afrique. Toujours dans l'actualité, le groupe hospitalier Mediclinic, l'un des plus importants d'Afrique du Sud, est au cœur d'une polémique après avoir reconnu que le docteur Wouter Basson, surnommé le docteur de la mort pour son sinistre rôle pendant le régime d'apartheid, officiait dans 2 de ses cliniques. Le cardiologue de 70 ans, ancien médecin personnel de Pieter Botha, chef de l'État pendant l'apartheid, a été le maître d'œuvre d'un projet de développement d'armes chimiques et biologiques des services secrets. Baptisé Project Coast, ce programme ciblait les opposants au régime. Exemple de recherche, un vaccin pour tenter de stériliser les femmes noires, des cigarettes à l'anthrax ou encore des venins et poisons dissimulés dans divers objets du quotidien. Project Coast couvrait également un vaste trafic de drogue. En 2013, le Conseil de l'ordre des médecins l'avait reconnu coupable d'infraction au code éthique au terme d'une très longue instruction ouverte en 2007, sans pour autant le radier de la profession. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.